Ne soyez pas surpris, la mode à Bibliothèque Médicis. Bienvenue. Oui, la mode, car elle est autre chose qu'une affaire de femmes et de vêtements. Elle est au cœur du patrimoine culturel et esthétique de la France. Longtemps, elle a été considérée comme un joyau de l'économie, associé dans tous les esprits à l'élégance parisienne, même pendant la guerre et l'occupation allemande. Le prestige de la France et de la mode française est intact, mais il faut dire que la concurrence et la compétition gagnent. Paris n'est plus l'unique arbitre de la mode. Il y a New York, Shanghai, Londres, Milan. Peut-être M. Grambach nous dira qu'il y a d'autres villes ou que c'est toujours Paris, nous verrons. Mais il y a tant de styles, tant d'influences, d'origines et tant de créateurs parmi les plus surprenants et les plus neufs. Tiens, par exemple, vous, Alexis Mabi, à peine 30 ans. Il paraît que pendant 9 ans, vous avez travaillé en haute couture avec John Galliano chez Dior et avec Hedi Slimane. Et alors, depuis qu'en janvier, vous avez lancé votre première collection couture, on vous proclame, et on l'a entendu avec Monique Cantos-Perber, le nouveau trublion de la mode. En fait, est-ce que vous savez pourquoi? Alors, on ne sait jamais vraiment pourquoi. Moi, j'ai pris un parti pris un jour de créer des vêtements qui correspondaient à mon état d'esprit, et j'ai fait ce que j'aimais. C'est quoi l'état d'esprit? En fait, c'est l'état d'esprit du moment. Mon état d'esprit, surtout, et qui correspond peut-être à celui du mouvement. Mais en fait, l'idée en ayant travaillé très longtemps avec des maisons reconnues, en fait, j'ai décidé de quitter justement ces institutions pour créer quelque chose qui me correspondait plus. Et en fait, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme les autres? J'avais pas envie de faire comme les autres. Donc en fait, j'ai commencé avec une collection mixte, avec l'idée de faire des vêtements qui aillent pour les garçons et pour les filles, de prendre tous les avantages de la mode masculine, le proposer à la femme, et tous les avantages aussi de la mode féminine et de les proposer à l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexe ou il n'y a qu'un seul sexe? C'est pas qu'il n'y a pas de sexe, finalement, c'est ni androgyne, ni une mode sans sexe, c'est-à-dire que finalement c'est la possibilité pour tout le monde de choisir sa personnalité et de s'amuser comme ça avec différents facteurs qui peuvent être les matières, les couleurs et les formes. Et comment se fait-il qu'on puisse comme ça émerger, alors qu'on a l'impression que les grands créateurs sont là, les grandes maisons de haute couture sont là et qu'elles tiennent leur maison, leurs hommes, leurs créateurs? Un jour on commence à faire une collection. Et moi, j'ai commencé avec une toute petite collection au départ, que j'ai cousue moi-même. Et puis, je l'ai présentée à droite, à gauche, fait venir des journalistes, des acheteurs. Et après, c'est aussi à l'appréciation de ces gens-là. C'est-à-dire que moi, je me faisais plaisir en faisant des produits que je considérais bien. Mais il y a quelqu'un qui est venu vous voir. Et ensuite, les gens sont venus nous voir. La presse a communiqué notre nom. Donc, finalement, les journalistes sont venus. Les acheteurs, du coup, sont venus derrière avec un intérêt. Une curiosité aussi, et après les choses se sont développées comme ça. Mais qu'est-ce qui a intéressé? Qu'est-ce qui était perçu comme nouveau? Alors ça, c'est quelque chose qui est justement assez subjectif, c'est-à-dire que moi j'ai pris mon parti pris, et ensuite c'est les journalistes et les gens à l'extérieur. Nous on est dans le prix, mon état d'esprit, mon humeur du moment. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi pour que ça soit en harmonie avec le temps du moment? L'idée, c'était justement d'avoir une vision moderne sur les choses qui soit pas justement de faire soit du minimalisme ou du baroque, qui soit ni masculin ni féminin, mais c'était justement d'offrir une espèce de liberté de la façon de s'habiller. Est-ce qu'il faut choquer, provoquer? Non, pas forcément. Non. Parce que je pense pas spécialement choquer avec ce que je fais, qui finalement est plutôt empreint de la tradition du vêtement. Monique Cantot, qui est à côté de vous, et Anne-Marie Moreau, qui savent tout, m'ont expliqué que vos premières créations qui vous ont rendu, je ne sais pas si on doit dire célèbre, mais connu, ce sont les nœuds papillons. Les nœuds papillons, oui. Tous les nœuds papillons. C'est-à-dire, de quelle forme? Vous en portez un, dessiné par vous. Voilà. Trois petits nœuds accrochés ensemble. De là, je ne les vois pas. C'est vrai qu'en fait, dès la première saison, je me suis amusé à lancer une ligne de nœuds papillons, avec l'idée comme ça, mais ça c'était plus un petit coup de tête pour m'amuser en fait, qui correspondait à quelque chose que je portais depuis mon enfance. En fait, j'ai toujours porté des nœuds papillons, et je me suis dit pourquoi pas en faire profiter les autres finalement. Et puis c'est féminin et masculin. Le nœud c'est féminin, mais en même temps les hommes le portent. Exactement. Et en même temps, ça correspondait tellement à cette idée justement du masculin-féminin qui est l'essence de ma collection, que du coup je l'ai développé en prenant cette idée de quelque chose qui était plutôt considéré comme ringard et de le remettre au goût du jour avec de l'amusement et de la fantaisie. Didier Grambach, le nœud papillon. Monique dit c'est les hommes, ce sont les femmes. Le nœud papillon, c'était qui? Chanel, c'est Saint-Laurent, qui parmi les premiers? Franchement, c'est encore beaucoup plus ancien et je crois que déjà au 19e, il devait y avoir des nœuds papillons. Aucun d'entre eux n'a
beaucoup insisté là-dessus, mais je dois dire que M. Mabie a eu une idée originale, parce que, vous avez raison, c'est par les nœuds papillons qui s'est fait connaître, ce qui est quand même extraordinaire. Et puis c'est extraordinaire, c'est pas un pseudonyme, mais être dans la haute couture, c'est une banalité. Et s'appeler Mabie, c'est quand même... Alors ça, c'est pas un choix. Je remercie mon père pour ça. Mais... Merci papa, merci maman. Les noms créent des destins parfois. Ben voilà, c'est arrivé. En tout cas, avec vous, Alexis Mabie, la nouvelle pousse de la couture, c'est vrai que chaque saison en offre qui continuent à vivre ou qui disparaissent. On vous souhaite bonne chance. Didier Granbach, vous racontez les aventures, les ambitions de la mode dans Histoire, au pluriel de la mode, aux magnifiques éditions du Regard de José Alvarez. Dominique Veillon, directrice de recherche au CNRS, vous avez publié de très nombreux ouvrages sur la mode. Celui qui m'avait frappé, celui qui a été publié, on en parlait avec Monique, en 2001 puis en 2002 sur la mode sous l'occupation. Et le dernier, il est là, c'est la mode des 60, entrée dans la modernité, collection Mémoire Culture avec Michel Ruffat, mais il y en avait un autre aussi, un demi-siècle conquérant, qui doit être là et que je vais montrer tout de suite, découverte Gallimard. Et puis, vous, Annie Mollard-Desfours, vous avez entrepris de publier aux éditions de CNRS le dictionnaire de la couleur. Vous avez des mots et expressions de couleur. Et vous avez traité, on va voir le rouge, le noir, et maintenant c'est le blanc. C'est une couleur, le blanc. Ah oui, cela dépend du point de vue dans lequel on se place, au point de vue culturel. Et depuis l'automne, on considère le blanc en physique comme une couleur, un ensemble de couleurs lumière. Alors, chaque couleur a son histoire. Chaque couleur a son histoire. Chaque couleur est un domaine particulier avec ses connotations, ses utilisations, et qui sont donc très utiles pour appliquer la couleur dans divers domaines professionnels notamment, et dans la mode. Dire, vous avez créé, vous avez publié un dictionnaire sur le blanc, c'est pas que ça, que des pages comme ça. Ah non, donc c'est la difficulté. C'est ça. Ce sont des mots, mais pour l'illustration, c'est extrêmement complexe. Les illustrations. Oui. Mais vous dites pourtant que la couleur, c'est une illusion d'optique. Oui, la couleur en soi n'existe pas. D'ailleurs, l'expression la nuit tous les chats sont gris montre bien et que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. C'est comme un mirage. Voilà. Chacun invente sa couleur. Non, mais il y a des couleurs universelles. Non, il y a un problème particulier sur le blanc, parce que beaucoup pensent que le blanc, c'est l'absence de couleur, justement, aussi. Oui, c'est les deux. C'est à la fois une absence de couleur, et puis c'est aussi une somme de couleurs. C'est une somme de couleurs, c'est la lumière, le blanc. Oui, on va le définir tout à l'heure. Déjà, on disait que le noir de Pierre Soulages, c'était pas une couleur. Le noir, c'est aussi une couleur. Et oui, et puis là, on voit qu'en plus, le noir, c'est de la lumière. Donc, on voit que les choses sont extrêmement complexes et que on est au cœur de la problématique des matériaux aussi, du support de la couleur. C'est-à-dire ? Eh ben, le noir Soulages, il est lumière parce que la matière renvoie la lumière. C'est l'épaisseur et les jeux des traits, des rayures qui font qu'il va renvoyer les couleurs qu'il a en face. Il y a par exemple un tableau de Soulages dans son salon à 7 qui renvoie complètement le bleu de la mer. Tout en étant noir. Tout en étant noir. Et qui change de couleur avec la luminosité. Oui, c'est assez fascinant. On va en parler parce qu'on va voir le rôle et la présence de la couleur. Quelle est votre couleur préférée ? Le rouge. Vous, madame ? Le bleu. Monique ? Le rouge. Le rouge. Mais un certain rouge. Un certain rouge. Un rouge profond. Est-ce qu'il est vrai que vous complétez vous-même vos vêtements, vous-même la philosophe? Mais je suis entourée de professionnels qui ont consacré leur vie, alors je n'ai pas osé. Mais j'adore la couture et la passion. C'est vrai qu'elle complète ses vêtements, d'après des confidences de quelques personnes de l'équipe de Public Sénat et Bibliothèque. Hein, c'est bien. Je trouve ça très bien. Et M. Granbach? Le bleu. Le bleu. Le bleu, on dit souvent c'est la couleur de... Oui, mais le bleu, c'est la couleur de l'autorité. Hein. Oui, vous dites à un moment, le bleu, c'était la couleur des barbares. Enfin, pour les Romains, c'est la couleur des barbares. Oui, ben, il y a une multitude de bleus aussi. Hein. Comme on peut voir aussi qu'il y a une multitude de blancs. On le voit d'ailleurs sur la tenue de M. Granbach. Oui. Mais puis il y a le bleu d'équipe de France et il y a le bleu des policiers. Oui, il y a un bleu qui est un sous-noir, en fin de compte. Oui, et puis le bleu de Chine, dans l'histoire, etc. Bon. Didier Granbach, alors au début était la couturière. C'est parti de la couturière. Oui, ou plus précisément,
de la reine qui imposait la mode. Et la mode était un privilège de cour et la couturière était en effet un métier modeste et elle n'avait pas elle n'était pas autorisée à faire des formes nouvelles. Donc c'est petit à petit que la couturière a pris de la liberté. Mais jusqu'à la République, il n'y avait pas de liberté dans la création de mode. Oui. Mais il y a eu la couturière de l'aristocratie, qui habillait l'aristocratie, et la couturière de la reine. Vous vous rappelez qu'elle était installée 26 rue Richelieu. Bravo, c'est exactement ça. Rose Bertin. Oui, et quand je passerai devant la rue Richelieu, j'irai voir ce qu'il en reste. Et tout le Paris aristocratique venait la voir, venait se faire habiller. Oui, absolument. Chez elle. Mais ça, c'était une nouveauté. Marie-Antoinette a été la première à se servir d'une couturière établie en ville, de cette façon-là, non? Bien, je ne dirais pas cela, c'est-à-dire que déjà sous Louis XIV, les dames de la cour utilisaient leur couturière pour présenter des thèmes de mode, pour que à chaque bal de la cour, il y ait des nouvelles tendances. Et c'est les princesses de sang qui se réunissaient autour de la petite duchesse de Berry, déjà, et qui inventaient des couleurs, de nouveaux... C'était totalement imposé et codé. Voilà, c'est pour donner une profondeur historique. On va avancer assez vite. Et Alexis Mabie, je ne sais pas si vous avez appris qu'à un moment donné, les hommes s'y sont mêlés. Ça a commencé par un Anglais, Charles Frédéric Worth, qui venait travailler à Paris, qui s'ennuyait à Londres. Il avait déjà un emploi, mais apparemment il ne pouvait pas créer, un peu comme vous. Il est sorti de chez Galliano, de son Galliano à lui, et il a commencé à travailler ici, puis ça a été une coqueluche. Tout à fait. Parce que, par chance, on était en République, il est venu en 1948, Louis-Philippe a disparu à ce moment-là, et il y avait besoin de nouvelles impulsions, et ça a été le début de la couture. Et sont nés entre 1858 et la fin du siècle une vingtaine de maisons qu'on n'appelait pas encore haute couture, mais qui ont constitué un bureau de style pour le monde, puisqu'en effet, Worth habillait évidemment la cour d'Angleterre, mais aussi la cour de Russie, la cour d'Autriche, il habillait la princesse Metternich, il est devenu un artiste, alors que jusque-là, les couturiers... Oui. Et j'ai vu que les premiers défilés datent à peu près de ces époques-là. Inventé par une Anglaise en 1905, qui s'appelait Lady Duff Gordon, et qui est rentrée dans le calendrier de notre chambre syndicale de la couture en 1911 à la demande de Paul Poiret. Oui, et bien justement, il y a eu donc les Français, Jacques Doucet, Paul Poiret, et puis toute une génération de jeunes créateurs qui ont commencé à être formés, m'a dit Monique, chez Poiret. Et à partir de quel moment on commence à distinguer la haute couture, la confection, la couture? Alors, la couture et la confection ont fait chambre à part, si je peux dire, en 1910, en décembre. Et ça fait près de 100 ans que nous avons deux organismes syndicaux. Et qu'est-ce qui les distinguait donc? Qu'est-ce qui distinguait la couture et la confection? Par définition, la couture est du sur-mesure à la commande, faite pour vous, à vos mesures, à vos demandes. Il y a une grande liberté, vous pouvez participer à la création, alors que le prêt-à-porter est tout fait, par définition. Et jusque dans les années 70, il était réservé, enfin, c'était pas de la mode, la confection. C'était juste pour avoir chaud. Mais est-ce que chaque fois, ça ne dépend pas aussi d'une technique nouvelle? Je ne sais pas, à un moment de la machine à coudre, une autre fois de tel matériel ou tissu nouveau? Alors, la machine à coudre existe depuis le milieu du 19e, mais elle n'a été utilisée que très très tard dans la mode. On l'utilisait pour les vêtements militaires, mais elle n'est devenue habituelle qu'on peut dire dans les années 50. Mais les couturiers vendaient-ils seulement des modèles à l'unité, sur mesure, ou leur arrivait-il de vendre aussi des modèles, pas simplement une robe pour une cliente, mais également un modèle, un patron ou un modèle? Oui, pendant des années, on peut dire des décennies, les couturiers qui n'étaient plus compétitifs, comme avant le crash de 1929, ont vendu leurs modèles pour qu'ils soient recopiés. Et les magasins et les confectionneurs du monde entier
venaient chaque saison à Paris pour choisir des modèles qu'ils auraient le droit de recopier chacun dans son pays, chacun dans son magasin, avec le droit éventuellement d'utiliser la marque de couture si la copie était parfaite. Mais alors, le modèle, la robe couture pièce unique, ça n'a jamais vraiment existé. Pour Marie-Antoinette. Mais même une dame pouvait venir acheter une robe dessinée pour elle avec l'assurance qu'elle serait exclusive. C'est-à-dire que la dame participe à la création de la robe. On peut la modifier et elle peut avoir l'assurance qu'elle ne sera pas répétée. Elle participe. C'est beaucoup plus tard que Yves Saint-Laurent, dans le très beau livre publié par les éditions de la Martinière, dit « Un corps de femme nue que je dois habiller sans porter atteinte à la liberté de ses mouvements naturels. Mon métier est le dialogue amoureux de cette femme nue avec tous les sortilèges des enroulements de mes tissus. » L'âge d'or, pour la haute couture, c'est l'immédiate après-guerre. Alors on va vite, on va donner quelques noms. Madame Gray. Bien sûr. Nina Ricci. Est-ce que vous pouvez dire pour chacun ou chacune ce qu'il a ou ce qu'elle a apporté? Madame Gray. Madame Gray, c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'elle travaillait sur la toile. Elle avait son petit panier d'épingles sur le devant de sa blouse. Elle prenait les épingles et elle arrivait à projeter les épingles sur la toile au fur et à mesure qu'avec la main gauche, elle tirait sur la toile. Et le mouvement était si miraculeux que, à la fin de l'exercice, vous ne compreniez pas comment elle avait fait parce que vous ne voyiez plus les coutures. Madame Gray n'avait pas de manche montée, on ne devait pas avoir de couture et surtout pas de pince poitrine. Ça, c'était pas acceptable. Tout était travaillé au fer. Et ça a été une formidable créatrice. Ouais. Très émouvante. On apprend. Nina Ricci. Alors, Nina Ricci a monté sa maison en 1922, associée à un monsieur Raffin, et elle a été très, très importante avant la guerre. Elle avait une clientèle strictement française. Et elle s'est associée très tard avec son fils Robert Ricci, qui a été un de mes prédécesseurs, qui était président de la Chambre syndicale, et qui a lancé le parfum. Et c'est une entreprise qui, encore aujourd'hui, est essentielle. Alors, il y a de cesse, Lanvin, Balmain, on ne peut pas les faire défiler tous, Christian Dor, qui avait travaillé tous deux avec Lucien Lelong, et Jacqueline de Mornex était venue parler du livre beau livre qu'elle a consacré à Lucien Lelong. Et puis ils vont ouvrir des maisons, ils vont imposer un style. Et Madame Veillant, chaque époque, elle est caractérisée apparemment par un vêtement, une couleur, une ligne. Et pour vous, si j'ai bien compris, aucun secteur n'échappe à ce qu'est la mode, parce que vous la considérez comme quelque chose qui n'est ni frivole ni futile, mais comme aussi un grand secteur économique. Absolument, absolument. C'est ce que nous avons voulu faire dans ce livre, dont je rappelle que je n'ai pas été l'unique auteur, mais que j'ai écrit avec Valérie Guillaume. Et c'est vrai qu'en 96 pages, on a pu nous reprocher de ne pas avoir tout dit, mais je pense que l'essentiel y est et que... Votre humilité, d'un coup, en 2 phrases, vous me dites je ne suis pas seul à avoir écrit, et d'autre part, on nous fait des reproches. Oui. Et moi, je l'ai beaucoup apprécié avec Monique Cantos-Perret et Anne-Marie Moreau. Oui, je vous remercie. Très bien, allez-y, dites-nous on peut nous dire, ça apporte. On peut nous dire, il n'y a pas de tout. Non, ce que ça apporte, ce qu'on a voulu faire et changer, c'est qu'on n'a pas voulu décliner un ordre chronologique. On est parti de thèmes, comme par exemple le premier chapitre, le corps, et à partir de là, on a décliné des thèmes à l'intérieur. La mise en valeur du corps, marquer le corps, le piercing, le tatouage, les identités masculines. C'est la période plutôt moderne. Ça, c'est la période actuelle, tout à fait moderne. Contemporaine. Et puis, dans un second chapitre, nous sommes partis de la mode en tant que défilé spectacle. Et là, sont intervenus tous les mannequins, depuis Christian Dior jusqu'au top modèle moderne, qui sont véritablement des femmes d'affaires, et on a donné plusieurs exemples. Le troisième chapitre, celui qui semble beaucoup intéresser Monique, je crois, c'est celui sur l'économie et la mondialisation. Oui, effectivement, c'est un secteur que nous n'avons pas voulu négliger parce que c'est un secteur tout à fait actuel. Et vous avez raison parce que Didier Grumbach parle de l'internationalisation à la mondialisation et on va voir quelles conséquences ça a. Mais il y a dans votre livre, il y a une partie
fait quelques années, vous sautez, vous fermez peut-être les yeux, toutes les années de l'occupation, sur lesquelles vous avez écrit un livre, les années 40-45. Parce que la mode a continué en dépit de la présence de l'occupant allemand. Tout à fait. Ah oui, pour moi, elle a continué parce qu'il y a eu des collections, et que les clientes de la haute couture sont passées de 20 000 à 10 000, puis le nombre a encore baissé, que ces clientes n'étaient pas que des Françaises, qu'il y avait évidemment des Allemandes, qu'il y a eu des collections privées qui ont été présentées, sur lesquelles on passe très vite, mais enfin il faut dire que quand même certains couturiers n'ont pas hésité à présenter des collections privées, mais à côté de cette mode haute couture qui a existé, et sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, il y a quand même eu une mode de tous les jours. On va en parler, mais pourquoi les grands couturiers ont été si rares à résister, et qu'ils ont été, parmi les premiers avec certains intellectuels et certains artistes, à coopérer avec l'occupant nazi? Alors, pourquoi? je pense qu'il y avait... On peut donner des noms. C'était pour eux une façon de maintenir, si vous voulez, par exemple, Lucien Lelon, ça a été très caractéristique, qui était président de la Chambre syndicale à l'époque. Bon, il a semblé coopérer, je dirais que c'était une coopération à minimale. Pourquoi? Pour essayer de conserver le capital de la couture. Oui, ce que beaucoup ont dit. Ils ont accepté des compromissions pour sauver la haute couture, qu'elle n'aille ni à Vienne ni à Berlin. Mais oui, mais moi je le défends. Oui. Je le défends parce que j'ai vu les archives. Mais Jacques Fath, vous le défendez? Non, absolument pas. Marcel Rochas, vous le défendez? Non, absolument pas. Parce pourquoi que Marcel... tous les deux? Pourquoi? Alors, parce que ces deux-là, je vais vous préciser, très nettement, je ne les défends pas, parce qu'ils ont été parmi les premiers à présenter des collections en privé aux Allemands et qu'ils ont vendu aux Allemands sans se soucier de savoir ce qu'il en adviendrait. Et puis qu'ils ne se sont pas montrés tellement tendres envers Jacques M, qui était quand même l'un de leurs collègues et qui a été tout à fait pourchassé par les Allemands et pour lequel ils n'ont rien fait. Alors Chanel, elle a fermé sa maison de couture, mais enfin, elle n'a pas été. À quel moment? Juste avant la guerre, mais elle n'a pas été non plus extrêmement correcte. Bon, elle a continué, elle a eu une liaison avec un officier allemand, mais c'est surtout du côté des parfums que je dirais qu'elle n'a pas été correcte. Avec les frères Wertheimer, parce qu'elle n'a pas pu récupérer sa licence de parfum. Et là, à ce moment-là, elle a fait intervenir sa liaison allemande pour pouvoir interdire le parfum. Mais bon, elle n'a pas réussi. Et après la guerre, pendant 10 ans, elle a été interdite de couture. Elle n'a repris sa maison qu'en 1954. Après des livres aussi, des bonnes relations amicales avec Paul Morand. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette époque? Comment vous expliquez? Bien, c'est vrai que tout bêtement, il y avait besoin de cartes de rationnement, puisqu'il n'y avait pas de matière première, il n'y avait pas de lait, mais il n'y avait pas non plus de tissu. Et Lucien Lelon, dont on parlait tout à l'heure, a obtenu des Allemands que certaines maisons puissent obtenir des tissus sans ticket. Et les Allemands ont nommé, étrangement, 44 maisons qu'on a appelées des maisons dérogées. Ces maisons avaient le droit, donc, d'acheter des tissus, et ça marchait extrêmement bien, puisqu'on ne pouvait en acheter que là, et il a fallu légiférer, parce que les couturiers à l'époque étaient furieux, considéraient que c'était des collaborateurs qui étaient dérogés, et il a fallu établir des règles. Et ce sont ces règles qui ont guidé la couture pendant de nombreuses décennies, et on les a en effet modifiées il y a une dizaine d'années, mais pendant des années, il a fallu passer par la commande en tour pour obtenir des tissus. C'est aussi bête que ça. Ce qui fait qu'en effet, M. Lelon fréquentait la commande en tour, mais il était nécessaire d'obtenir des dérogations pour que la couture... Mais il y avait pire que lui encore. Il n'y a pas que ça. Il a obtenu ce que disait à juste titre Didier Grumbach, des dérogations pour le tissu, mais ce qu'on lui a reproché surtout, c'est d'avoir participé à ces fameux déjeuners de la table ronde qui réunissaient des industriels et
par là même, si lui avait assisté à ces déjeuners, c'était pour obtenir une dérogation de façon à aller à Lyon présenter ces modèles de haute couture aux pays neutres qui étaient invités et permettre ainsi à la couture de sortir de l'asphyxie. Mais l'arrière-fond de cette époque n'était-il pas la volonté des autorités allemandes de transporter la haute couture à Berlin, c'est-à-dire d'empriser la place parisienne, de priver la place parisienne de la couture, ce qui obligeait évidemment Lucien Lelon à des manœuvres destinées pour l'essentiel à gagner du temps. Marcel Rochat était le premier à accepter d'aller à Vienne. Pour lui, il ne voyait aucun inconvénient à ce que la couture française soit délocalisée. Et lui, à la Libération, il a interdit son métier. Fini. Rien du tout, on en avait trop besoin. Mais pendant ces 5 ans, les femmes sont restées coquettes. Celles qui étaient là, celles qui pouvaient. On voit les photos dans l'exposition « Les Parisiens sous l'occupation ». En ce moment, la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, sans assez d'explications. Bon, enfin, on voit. Mais elle se débrouillait comme elle pouvait. Oui. Apparemment, elle faisait des manteaux et des robes avec des rideaux, c'est ça? Tout à fait, avec ce qu'elles avaient comme reste de tissu. Enfin, ces femmes n'avaient pas de bas, et vous savez qu'à l'époque, on ne pouvait pas sortir sans bas, donc elles se teignaient les jambes avec une teinture, et comble de l'élégance, on traçait une ligne, parce qu'à l'époque, les bas avaient une ligne. Oui. Alors, les hommes étaient à la guerre, ils étaient prisonniers, ils étaient dans les maquis de la Résistance, ils étaient dans les camps de prisonniers. Bon, les femmes faisaient ce qu'elles pouvaient. Et alors, les semelles? Les semelles, c'était dans la Résistance. Certaines aussi dans la Résistance. Il y avait pas que les hommes. Je parle de cette, peut-être, je ne sais pas s'il faut dire minorité ou majorité, elles faisaient ce qu'elles pouvaient. Les pauvres en étant là, et les semelles alors avec les semelles étaient des semelles à semelles de bois, ce qu'on ne voit pas trop dans les photographies de Paris sous l'occupation, où les chaussures qui sont présentées sont quand même d'assez bonne qualité. Ce sont les photos de la revue Signal, qui était une revue de propagande de la Wehrmacht. Tout à fait, c'est pour ça qu'à mon avis... sont exposées à Paris. Alexis Babi, vous saviez tout ça? Oui, les grandes lignes, en tout cas, j'étais peut-être pas toujours rentré autant dans le détail, mais... C'est une manière d'enseigner le courage, et la résistance. Oui, l'esprit de résistance. En tant que Français, on baigne dans toute cette histoire de la mode et du costume depuis tout petit de manière un peu naturelle quelque part. Non, mais on a peine à imaginer que pour obtenir une jupe, il fallait sortir 50 points, par exemple, de sa carte de vêtements, alors que tout bêtement, on avait droit à 100 points et que c'était pas possible d'arriver à pouvoir changer d'habit. Qu'appelez-vous, Didier Grambach, l'édition couture? Édition couture. Eh bien, c'est une profession, on peut dire, qui est apparue dans les années 60, qui permettait aux couturiers, sans déroger au décret de 45, puisque la haute couture était définie par un décret, Mendes France Lacoste, étrangement, les couturiers, quand ils voulaient faire du prêt-à-porter, ne voulaient pas le faire eux-mêmes, puisque ça leur était interdit s'ils voulaient conserver l'appellation. Ils travaillaient avec des confectionneurs, autant que possible de très haute qualité, qui pratiquaient effectivement un métier d'éditeur, puisque le couturier leur confiait un modèle et il l'industrialisait, il le produisait et il le distribuait. Il y avait des lieux. Oui, allez-y. Et qu'en est-il de la diversification? Parce qu'à côté de la couture, c'est bien Paul Poiret qui est le premier à proposer également des accessoires, des sacs et puis des bijoux, des parfums, évidemment, des papillons. Pas de papillons, mais comme et ensuite de l'ameublement. Ça, c'était une inflexion tout à fait nouvelle et qui est répandue maintenant chez tous les couturiers. Alors, il y avait des lieux pour la mode. C'était où? Place des Victoires, Faubourg Saint-Honoré. Alors, la haute couture et le prêt-à-porter. Ça beaucoup. Alors, c'est vrai que dans la couture, déjà dans le textile, il y avait le 4 septembre et le Sentier, qui étaient deux quartiers très très définis avec des fournisseurs différents. Si vous étiez couture, vous alliez dans le 4 septembre. Vous n'alliez évidemment pas dans le Sentier et vice-versa, puisque les couturiers n'achetaient que des tissus qui relevaient de la chambre syndicale des fournisseurs spéciaux de la couture. Ça a duré très longtemps. Alors, le Faubourg Saint-Honoré, c'est-à-dire tout à fait à l'origine, le quartier du luxe, c'était la chaussée d'Antin. Et la chaussée d'Antin et la rue de Richelieu. Vous parliez de Worth, c'est vrai qu'il travaillait chez un très grand mercier, parce que le métier de luxe, c'était la mercerie, à l'époque, qui était installé 83 rue de Richelieu.
Et ce quartier était vraiment le quartier du luxe. Et quand Worth a ouvert rue de la Paix, c'était pas un quartier du luxe, mais la construction d'un nouvel opéra a donné à la rue de la Paix on voit le une mouvement nouvelle... et le déplacement. C'était le déplacement. Et puis il y a eu les défilés. Les défilés. Oui, et puis il y a eu surtout, enfin, si je peux me permettre, dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand même les grands magasins, ou Oui. les premiers grands magasins qui sont apparus et qui sont quand même très importants pour permettre une diffusion de la confection, ce qu'on appelait à l'époque. Est-ce que, Madame Veillon, ou Didier Grambach, la mode a annoncé ou anticipé quelques événements politiques ou quelques événements de la société? Peut-être on peut imaginer, parce qu'on cite souvent le cas la robe, c'est en Vichy, c'est ça? Que Brigitte Bardot, oui, mon Dieu, créait oui. la femme. Oui. Ou, par exemple, avant mai 68, est-ce qu'on a vu arriver, peut-être en 65-68, et 65-68, quelque chose qui déstructurait, qui en appelait à plus de liberté? Ben, c'était la femme pantalon de Oui, Saint-Laurent. je dirais c'est le pantalon, tout à fait. Je répondrais comme Didier Grambach, c'est le la pantalon. mini-jupe et le collant, quand même. Absolument, aussi, c'est les trois, c'est la trilogie qui montre. Parce qu'on dit toujours la révolution de 68, mais pour la mode féminine en particulier, Courrèges, c'était 65. bien avant. Hein. Et après, Oui. Saint-Laurent, c'est quelle année? Saint-Laurent, 65. Il a commencé en Saint-Laurent, c'est 62, mais 66. sa collection... Pardon. Le smoking, Saint-Laurent, 66. c'est-à-dire ni homme ni femme, c'est 66. 66. Et Marie Kant aussi, enfin Mary Kant, il ne faut et ça, pas c'est obliger très la important mini-jupe, aussi. la mode anglaise. Très important aussi, 62. c'était la couleur noire féminine, Oui. qui était normalement une couleur de la masculinité. Et qui a Oui, mais beaucoup ça, changé elle est les venue choses. presque avec Chanel, hein, qui la Oui, première oui, s'en bien était avant. servi pour faire Mais là, il y a eu la petite robe vraiment noire. une révolution Ah, tout à fait, de tout à la fait. couleur des Ouais, ouais. codes. Et il y a aussi le rôle des mannequins, vous en avez parlé tout à l'heure, les femmes brandy, les Kate Moss, C'est vous Twiggy, dites ça, Hein c'est Twiggy, le mannequin. Kate Moss, et- Kate Moss, oui, la jeune mannequin anglaise. C'est inimaginable de penser qu'à 14 ans, elle a été formée vraiment pour être un mannequin et maintenant on la voit sur les plateaux. Heureusement, il y a des règles ou des lois maintenant contre Oui, l'anorexie. enfin, je suis pas trop sûr et, que- vous êtes d'accord, là, Et il y avait d'autres mannequins, Naomi Campbell, Naomi Campbell, Bruni, Carla à Bruni, l'époque, oui, que nous Claudia citons d'ailleurs Schiffer. dans le livre. Oui, c'est pour ça que je le dis, je l'ai cité. Elle est citée, oui. Et elles ont apporté aussi, puisque je suppose que les grands couturiers travaillaient aussi sur les corps ou à partir des En fait, corps. je pense qu'il y avait quelque chose d'assez nouveau, c'est que tout d'un coup, il n'y avait plus juste la mannequin pour un état d'âme de mannequin, mais qui était considérée comme des muses, ou en tout cas avec un caractère, une personnalité, et qui était, entre guillemets, la mannequin intelligente qui communiquait avec le couturier et qui jouait le jeu sur le podium. Et elles étaient tout un groupe de filles qui ont été starisées grâce à ça, en fait. Mais n'était-ce pas déjà le cas avec Dior et avec Ah si, ceux avec qui les ont certaines, précédés déjà hein, Oui. c'était- Oui, mais enfin, c'était pas la même chose dans l'ordre du défilé. C'était vraiment organisé. Il y avait des numéros, il y avait une aboyeuse qui annonçait. Chez Chanel, chez Dior, Oui, chez absolument. Saint Laurent, chez Jean-Louis C'est Scherer, totalement donc, différent de ce qui arrive chez Vous les avez Viviano. tous connus. Mais c'est vrai que les mannequins cabines dont vous parliez étaient en effet celles qui travaillaient avec le créateur. C'est-à-dire qu'elles avaient une influence sur son travail, et ça arrive encore, je suis sûr, chez vous aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains mannequins sont devenus stylistes. Ah oui. Et des femmes comme Emmanuel Kahn et Christiane Bailly ont eu une influence extraordinaire pendant 10 à 15 ans, dans les années 60, on peut dire, elles ont défilé sous leur marque en 62, ce qui était absolument une révolution, puisque jusque-là, seuls les couturiers avaient griffé leur modèle, et jamais, surtout des anciens mannequins, au début ne voulaient pas signer, n'osaient pas griffer, parce qu'il était admis que seule la haute couture permettait la création. Et il était admis par les confectionneurs que jamais en prêt-à-porter on ne pourrait être créatif. Et qu'elles osent, ensemble d'ailleurs, présenter leur collection en 62, ça a été une révélation. Quelques années après, je crois que vous citez une des filles de Sonia Rickley.
Oui. Ah, Sonia. Oui, mais vous ne Une pensez pas que cela répondait à une demande des jeunes, hein, parce qu'il y a un phénomène qui est très important à l'époque, c'est le phénomène de la rue et de cette mode qui se démocratise, mais qui prend un véritable coup de jeune. Il faut pouvoir répondre. Hein. Alors, il faut penser au blouson noir, hein, oui. le blouson noir qui est le symbole d'un renversement des codes du noir, qui était noir de l'austérité, de rentrer vraiment dans la règle, et là, au contraire, devient un noir de la rébellion, de la jeunesse. Pas seulement un coup de jeune, mais un coup de sauvage aussi. Oui. Parce que les Sex Pistols, Et qui sera poursuivi par le noir des punks, oui, puis vous dites bien des dans le livre sur gothiques. les noirs, le noir qui habille les veuves, les vamps, Alors, les stars du SM, c'est le noir qui les cache. bourgeoises, les anards, qui encore, les riches et les servantes, les pauvres. C'est un noir multidimension. Tout à l'heure, on évoquait cette mode Et puis les tailleurs pantalons trouble. noirs. Alors, naturellement, la couleur, c'est la vie, ça accompagne ou c'est lié à la mode. Et d'abord, est-ce qu'on sait qu'une couleur peut prendre? Comment on le sait? Comment on le sent? On peut déjà analyser ce qui s'est passé dans les siècles précédents ou Oui, mais depuis pour demain, le début parce du que lui, siècle. ce qui l'intéresse à Alexis Mabille, c'est Oui, demain. Mais en analysant les textes, les expressions du langage, on arrive à sentir comment on peut changer les codes ou pas. Vous parliez tout à l'heure du rose du Vichy, de la robe de Brigitte Bardot. On voit là comment ce rose qui était celui du Vichy des écolières est repris par Brigitte Bardot pour son mariage avec Jacques Charrier, et comment il va changer les codes de la femme enfant et d'en faire un rose beaucoup plus sournois, sexy même, hein, de rose Lolita on dirait maintenant. Et on trouve maintenant ces termes, rose Lolita, rose Barbie. Et donc ça montre... Oui, c'est ça, madame, comment elle s'appelle, Barbara Carpin, Oui, le rose. voilà. Et puis le rose bonbon, etc. Oui. Mais pour les 2 ou 3 ans qui viennent, pour Alexis Mabille, est-ce qu'on peut pressentir, deviner les prochaines couleurs? Il y a des organismes dont c'est le métier. Oui, Et elles l'analysent, L'analyse de tendance. et ça existe depuis les années 50, depuis que les confectionneurs... Ils en étaient représentants quand même. C'est vous. Oui, c'est vous. quand même. Mais, Vous devez bien savoir. Oui, alors, lesquelles couleurs? Parce que vous les analysez, vous les devinez. Est-ce que finalement, c'est vous qui les imposez alors? Ou vous les pressentez, vous nous les proposez, mais il y a une manière de les imposer? Alors, je crois que, sans qu'elles soient imposées, je crois qu'Alexis Mabille est parmi ceux qui ont des intuitions dans ce domaine et qui voient, la logique voudrait que ce qu'on appelle les créateurs de mode, qui sont les couturiers, aient une vision de ce que va être la mode. C'est-à-dire qu'il y a la mode de la rue, et puis il y a une mode qui est plus intuitive, qui vient de l'imagination d'un certain nombre de gens. De toutes les rues, de C'est vrai que tous les ça banlieues. correspond C'est à- quelle couleur alors? Alors ça correspond à vos humeurs en fait, c'est-à-dire que moi j'adore utiliser la couleur par exemple, mais Rouge, on a entendu. le rouge par exemple, mais ça veut pas dire que je vais utiliser le rouge forcément de manière récurrente dans mes collections. En fait ça vient d'envie à un certain moment qui correspond à l'ère du temps, aux dernières expositions qu'on a fait, à des livres qui sont sortis, au temps qui s'est passé, et en fait ces choses arrivent de manière assez instinctive, et après c'est amusant de voir comme justement plusieurs couturiers ou différentes maisons, tout d'un coup, ont décidé d'utiliser les mêmes couleurs. Et après, il y a un phénomène de tendance, et on dit que la tendance est là. Alors, les mais parfois, prochaines, c'est extrêmement... la prochaine. Une ou deux saisons prochaines. Une ou deux, je pourrais pas vous le dire maintenant, parce que je travaille pas dessus encore. Moi, je travaille de manière extrêmement, comme ça, naturelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des envies qui viennent. Cet été, quelle chemise nous devons porter? Alors, pour l'été... En tout cas, pour les dames, ce qui est frappant, c'est un point de vue d'observatrice. Hein. C'est une couleur qui est redevenue tout à fait centrale dans les collections et l'habillement dans les 2-3 dernières années et qui était inexistante il y a 15 ans. C'est l'or, la couleur dorée. Oui, le doré, Aujourd'hui, le jaune. on voit beaucoup de doré. C'était inimaginable d'avoir des vêtements dorés il y a 15 ans. Beaucoup Et puis alors, au une Proche-Orient couleur qui aussi, était le très doré. à la mode il y a 15 ans, 20 ans, enfin qui a marqué ma jeunesse et qui a totalement disparu aujourd'hui, c'est le orange, par exemple. Plus personne ne présente du orange. C'est très curieux, ce phénomène de sensibilité. qui sont liés à tous ces phénomènes politiques Oui, aussi oui, oui. qu'on a La observés. révolution orange en Ukraine qui a mal fini. Voilà. Enfin, oui, Et bon. puis la fête Halloween Oui, qui a oui, habitué oui, le aller-retour. visuel. Alors, d'où vient cette idée de consacrer des milliers de pages d'un dictionnaire à différentes couleurs?
D'où ça vient, cette idée? Ça vient du fait que j'ai réalisé depuis très longtemps que la couleur, c'est capital. C'est la vie. Oui, mais c'est l'histoire. L'histoire, Michel Pastoureau l'a bien montré. Les mots de couleur, ça traduit l'histoire, ça traduit les utilisations de la couleur, les codes. Toute notre société, en fin de compte, c'est un travail socio-linguistique que je veux faire à travers les mots de couleur, à travers le XXe siècle, le XXIe, avec un regard aussi sur les siècles passés pour analyser ce qui se fait en ce moment, et notamment dans la mode. Qu'est-ce qui se fait? Eh ben justement, il y a par exemple des couleurs qui ne sont pas du tout évidentes. Vous parliez du rouge. Il est évident que le rouge, d'ailleurs Nicole Lavrille l'a dit, porter du rouge, s'afficher en rouge, c'est en quelque sorte retourner sa peau comme une peau de lapin pour montrer ce qui palpite, ce qui jouit. C'est vraiment une couleur de l'émotion, de la violence, c'est pas neutre. Ouais. Porter du rouge, c'est la passion. L'image de la passion. Ça peut être la luxure, c'est plein de choses. Mais on peut dire aussi, même à Nicole Avril, que c'est aussi le rouge des cardinaux et du pape. Oui, bien sûr. La couleur, c'est multiple. Oui, le rouge des partis communistes. Oui, alors il peut y avoir aussi des évolutions. Il y a eu la chute du mur et on a pu, je pense, se réapproprier en quelque sorte ce rouge-là, qui était moins codé de ce fait-là. On a vu une explosion du rouge au passage du siècle, au XXe siècle, où justement le rouge étant la couleur de la vie, de la force, de l'élan. On a vu par exemple des publicités de Lagardère avec un jeune homme à un pull rouge et le slogan était foncé dans le 21e. Des périodes électorales, tiens, vous me faites penser. Oui. Il y a eu une élection, ça devait être en 1986, des grandes affiches de Jacques Chirac avec un pull rouge. Ah oui. C'était ces années-là et qui ont un peu évolué. Donc il y a le rouge du PC, il y a le rouge des cardinaux, le rouge du pape, le rouge des sex shops aussi. Oui, qui est d'ailleurs remplacé de plus en plus par un rose. Je vous évoquais tout à l'heure le rose Lolita, le rose Barbie. C'est le rose des sex shops, du Minitel rose. Oui, vous nous avez dit que le blanc, c'était une couleur. Et on a l'impression que le blanc gagne. Même l'hiver, parce qu'on pensait que c'était une saison ou une couleur pour l'été. Il y a eu des travaux sur les... Je ne suis pas spécialiste, mais cet hiver, on a vu beaucoup de manteaux, d'anoraks, de couleur blanc. Oui, de manteaux blancs, avec une matière, d'un travail sur la matière blanche. Ouais. Mais est-ce que suivant les pays, ça n'a pas non plus une connotation différente? Par exemple, le blanc en Chine, est-ce que c'est pas la couleur du deuil? Enfin, je vous pose la question. On a vu récemment les obsèques d'Aimé Césaire avec aussi, en blanc à la Martinique. Donc c'est vrai qu'ils ne font pas se tromper de code. Et donc on évoquait tout à l'heure la couleur dans la mode. Est-ce qu'il y a un blanc parfait? Faites-nous penser. Parlez-nous du blanc. C'est un idéal, le blanc. Oui. En fin de compte, il n'existe pas, le vrai blanc. C'est le corps blanc. C'est une utopie. Il n'y a pas, en matière de blanc, plus que pour d'autres couleurs, une très grande différence entre le mat et le brillant, entre le blanc mat. C'est-à-dire tout se joue là. Une coquille d'œuf, par exemple, parfaitement blanche. Ce blanc-là, au fond, qu'a-t-il de commun avec le blanc du papier glacé, le blanc des couvertures de vos livres, par exemple? Est-ce la même couleur? Ça n'est même pas sûr. Et il y a deux mots latins différents qui désignent ça. Candidus pour le brillant et voilà qu'autrefois on accordait beaucoup plus d'importance à la matité, la brillance, la transparence qu'aux tonalités. Donc une couleur, le blanc, qui n'existe pas, qui ne peut pas être parfait, et qui s'impose partout. Dans la peinture, le blanc avec la peinture abstraite, Malevich et tout. Oui. Le blanc comme silence. Oui. Comment représenter une couverture blanche? En radio ou en télévision, on fait un blanc. Et pourquoi cette image et cette force du blanc qui monte? Parce que c'est une couleur, au point de vue symbolique, extrêmement forte avec le noir. Vous avez deux oppositions. Vous avez d'un côté le noir, l'obscurité, le mal, le péché, l'enfer, et de l'autre côté la lumière, Dieu, la spiritualité. Qu'est-ce qui donne le là d'une couleur lors d'une saison? C'est un couturier. Qu'est-ce qui fait que c'est celle-ci qui va démarrer et émerger? Je crois que c'est l'expression de différentes marques qui ont décidé d'utiliser, qui fait que finalement il y a une couleur qui sort du lot. Oui. Parce que finalement, c'est pas, on peut décider de prendre un parti pris en faisant sa collection en monochrome comme Victoria Rolf l'avait fait il y a quelques années, mais ça n'a pas forcément été la couleur forcément de la saison. Je pense que c'est plus justement quelque chose qui ressort de chez tout le monde et qui est l'air du temps.
Qu'est-ce que vous voyez poindre comme tendance, Didier Grumbach? Bon, je disais tout à l'heure, je le rappelais, vous écrivez que la mode n'est plus internationale, elle est mondiale. Quelles conséquences ça a pour d'abord les Français? Qu'il n'y a plus vraiment de mode française, qu'il n'y aura jamais de mode chinoise, qu'il n'y aura plus jamais de mode indienne, ni de mode italienne. Que la mondialisation, ça se manifeste par le regroupement à Paris d'une centaine de marques internationales qui sont chinoises, indiennes, allemandes, japonaises, américaines, et que cet ensemble-là constitue la mode. Aujourd'hui, vous vous habillez en japonais, mais vous ne savez pas que vous êtes japonais. Il y a longtemps que nous ne savons pas que Karl Lagerfeld... Il mange japonais et je m'habille japonais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a plus, enfin tout ce qui est ethnique est critiquable, les folklores disparaissent au profit du métissage. On est dans un monde métissé et c'est plutôt harmonieux, quoi qu'on en pense. C'est quelque chose qui est très sympathique. Harmonieux, c'est-à-dire qui fait la synthèse de tous les métissages. Je crois que chaque nouveau pays qui entre dans la communauté internationale apporte son répertoire et ses traditions. L'arrivée des Brésiliens et des Russes à Paris, dans la mode, ça n'a pas été neutre. Et l'arrivée des Chinois, nous avons ce matin élu la première créatrice chinoise en même temps que M. Mabille était réélu, mais on a élu ce matin une créatrice chinoise. Ce qu'elle apporte ne peut être que chinois. Évidemment, si ça a l'air chinois, ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, il y a dans notre calendrier des créateurs turcs ou chinois ou indiens qui ont un talent époustouflant et qui apportent quelque chose. Mais vous les repérez dans leur propre pays ou parce qu'ils sont venus là et qu'ils ont été formés en France? Non, ils n'ont pas été formés en France, mais ils vendent déjà, c'est-à-dire qu'ils ont une clientèle, un début de clientèle internationale, mais c'est parce qu'ils défilent à Paris qu'ils acquièrent une notoriété extraordinaire dans leur propre pays. Ça a toujours été le cas des créateurs japonais qui, depuis Issey Miyake en 1973, défilent à Paris, n'ont jamais défilé à Tokyo et qui ont acquis une notoriété internationale en défilant à Paris. Donc aujourd'hui, il y a les marques, la puissance des marques. Il y a de grands groupes financiers qui ont la propriété de ces marques. Et il y a des créateurs qui peuvent venir de tous les pays. Oui. Qui sont pris, formés, qui peuvent travailler indifféremment, que leur origine soit, comme vous l'avez dit, chinoise, turque, vietnamienne ou angolaise. D'une certaine façon, ça a toujours existé. Dans la couture, on a toujours eu des étrangers, surtout des Anglais, qui réussissent très bien à Paris, depuis Vort, comme on le disait tout à l'heure, mais jusqu'aux Japonais, qui finalement se sont parfaitement mondialisés d'entrée, comme le font aujourd'hui les Indiens et les Chinois. Mais beaucoup de créateurs aujourd'hui s'inspirent, d'ailleurs de plus en plus s'inspirent de thèmes venus de l'histoire, soit de tableaux, soit de styles. Enfin, on l'a vu dans les défilés, les récents défilés avec Alexander McQueen et même Galliano. Pensez-vous que c'est une tendance qui va s'accentuer, de puiser son inspiration dans une esthétique passée ou dans des thématiques, voire des histoires qui peuvent être source de création? Mais je crois que c'est une façon de créer, c'est-à-dire de s'appuyer sur, comme le faisait Madame Schiaparelli, sur des thèmes qu'elle puisait dans les livres. Ce que fait Galliano, ou dans les livres, ou dans la géographie. Oui. Il voyage, il revient. Je trouve que c'est justement même en s'inspirant d'une histoire qui peut venir d'Inde ou du Brésil ou autre, comme on peut donner un esprit qui soit un esprit anglais ou un esprit français ou un esprit belge. Parce que finalement, même si tout ça est aujourd'hui beaucoup plus mondial par le biais de la distribution, il y a tout de même des pattes qui viennent de certains pays, qui viennent de la culture de chaque créateur, en fait. Et ça, c'est assez intéressant, parce que finalement, ça reste derrière tout ça. Qu'est-ce qui vous inquiète, Didier Grumbach? J'ai cru comprendre ce qui vous inquiétait, c'était les droits de la diffusion des images. Pourquoi? Ce qui m'inquiète, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la mode est la seule industrie qui présente sur Internet son innovation avant de l'avoir exploitée. La copie a toujours existé, mais elle n'a jamais été un désastre parce qu'il fallait beaucoup de temps pour que la mode aille de Paris à Nogent-le-Roi. Mais aujourd'hui, vous êtes à New York et vous êtes à Pékin dès que vous êtes sur le podium. Et la collection d'Alexis Mabille, elle est dans toutes les bibliothèques de
tous les confectionneurs du monde le jour où ils défilent. Et ça, c'est... Ça peut le lancer ou 2 heures tuer. après, en fait, par le biais de différents médias, 2 heures après, Le Monde est Ça, dans vous toutes les l'avez collections. ressenti D'ailleurs, on le ressent forcément par le retour, mais en même temps, c'est des sites, différents Oui, sites internet Oui, qui sont mais des, est-ce que qui ça sont veut des dire, bibliothèques. est-ce que ça veut Attention, dire que c'est la notoriété, force là. des défilés et de la présence de la presse mondiale à Paris, liée à la mode, à Paris, ou peut-être dans d'autres villes? Tout à l'heure, je disais, la mode est à Milan, elle n'est plus seulement à Paris, à Milan, Shanghai, Londres, etc. Est-ce que je me suis trompé, ou est-ce qu'il y a d'autres villes, ou est-ce que ces villes-là sont celles qui sont en train d'exploser? Alors, il y a des villes de mode dans le monde entier qui s'adressent à des marchés locaux. Là où Paris est dans une situation un peu particulière, c'est que, et de tout temps, ce qu'on attend de Paris, c'est de la création. À New York ou ailleurs, je ne vais pas dire, si une collection est commerciale, elle peut avoir une très bonne presse. À Paris, une collection commerciale, si tout le monde l'aime, c'est qu'elle est mauvaise. Il faut qu'une collection soit en rupture, sinon elle n'est pas créative. Donc elle doit être un peu révoltante, pas trop, mais inattendue. Révoltante à l'échelle nationale ou mondiale? Mondiale. Mais c'est pour ça On n'est plus dans qu'elle l'Hexagone. s'intéresse, et des gens comme M. Mabille font 80-90% de l'exportation. Comme tous les créateurs qui sont dans notre calendrier. À Paris, nous ne faisons intervenir dans les défilés que des marques qui ont une distribution internationale et une presse internationale. Une collection qui ne vend qu'en France ne sera jamais exportatrice. Une collection d'ailleurs qui ne vend qu'en Chine ou qu'aux États-Unis ne sera jamais exportatrice non plus. Donc les marques créatives ont besoin du monde parce que leur distribution est forcément rare. Et c'est pour ça que vous vendez plus, j'imagine, à Tokyo qu'à Brive-la-Gaillarde. Et qu'est-ce qui va se produire dans les années qui viennent, tel que la Fédération française de la mode le pense? Bien, je pense que petit à petit, ça prendra un peu de temps, mais on utilisera Internet plutôt que d'être utilisé par Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous présentez une collection et qu'elle est justement sur un site, une dame qui est à San Antonio peut cliquer et savoir où elle peut acheter le modèle. Et alors là, vous arrivez à un achat d'impulsion. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez les collections de mode, vous ne pouvez pas acheter les modèles que vous voyez puisqu'ils ne sont livrés que 4 mois plus tard. Et en général, au bout de 4 mois, vous n'en avez plus envie. Autrement dit, il faut revenir à ce que faisait Balenciaga, c'est-à-dire qu'on présentait aux clients pour qu'elles achètent. Et il faut absolument arriver à ce que, quand la couture défile, tout le monde ait envie d'acheter. Que ce soit d'ailleurs sur mesure ou prêt-à-porter. Et là, je crois qu'il y a une redéfinition de ce qu'elles sont. Est-ce que ça tuera les défilés? Au contraire. Alors, non, ça ne tuera pas les défilés. Mais disons que c'est une conception différente. Dans les très grandes maisons, vous avez des défilés de couture et des défilés de prêt-à-porter. Ce sont 2 clientèles différentes, en tout cas 2 collections différentes. Pour les nouvelles maisons comme Alexis Mabille et les autres, c'est pas possible d'avoir 2 collections. Donc, il a le savoir-faire de la couture et il fait du prêt-à-porter et de la couture, comme vous voulez du prêt-à-porter parce que vous êtes d'une taille 36, plus ou moins, et si vous voulez marier votre mère ou votre sœur, vous achèterez chez lui une robe à vos mesures, vous en serez très contente. Mais c'est la même marque. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui reprendre le schéma couture prêt-à-porter qui a prédominé dans les années 60. Aujourd'hui, un jeune qui commence par le prêt-à-porter. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. En plus, souvent, il y a des questions budgétaires qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes marques aussi font des défilés pour les clientes, ce qu'on appelle des trunk shows dans le monde entier, où certaines équipes partent avec la collection pour montrer justement au bon moment la collection aux clientes. Donc ça, c'est quelque chose qui existe toujours, mais qui est quelque chose de très compliqué à organiser. Quand je parlais du droit de la diffusion des images, je pensais aussi aux photographes, parfois amateurs ou indépendants, qui assistent aux collections et qui mettent tout de suite sur Internet et qui diffusent sur leur propre site des images sans que vous en ayez la maîtrise. C'est vrai que apparemment, c'est une préoccupation. Nous avons gagné des procès dans ce domaine. Il y a toujours eu des procès, puisque la Chambre syndicale a toujours eu un service juridique qui
qui était attaché à préserver les marques et préserver les modèles. Et aujourd'hui, même si la législation nous avantage, et la France a dans ce domaine, depuis Madame Vionnet en 1921, une position très exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on protège la création dans la mode en France comme la création artistique, mais les nouvelles technologies sont si rapides que quelle que soit la législation, la copie est extrêmement opérante parce que vous êtes immédiatement dans le monde entier avec votre innovation. Mais alors, on est vraiment passé d'un monde où le dessin, le croquis au défilé, où la photographie était interdit pour précisément contrôler la diffusion, à un monde où au contraire les couturiers aujourd'hui essaient de profiter au maximum de cette diffusion la plus grande. Oui. Et ils ont toujours fait ça, ils sont toujours adaptés aux technologies qui changeaient. Jusqu'en 1970, il était interdit de photographier et interdit de sortir un crayon. Si vous dessiniez chez Dior ou ailleurs, le commissaire de police intervenait. Autrement dit, on est passé de cette politique de protection extrême, qui n'était de toute façon pas parfaite, à une politique totalement opposée, et qui a, on le voit bien, c'est ses inconvénients, et il faudra revenir petit à petit. Il y a l'exemple de Elsa Schiaparelli et de ses boutons qui ont été copiés par la mode nazie. Enfin, on le raconte, Irene Gunther le raconte dans son livre sur le chic nazi. Eh bien, c'était quelqu'un qui avait redessiné absolument les boutons, et un beau jour, on a vu ressortir les boutons de Madame Schiaparelli. Ça se fait, je veux dire, à l'échelle universelle. Chacun regarde, copie, je crois que là, à imite l'autre. Et on trouve c'était... tout cela dans vos livres, souvent remarquables, très passionnants, ce que vous avez présenté. Et puis je le redis, le livre de Didier Grumbach, Les histoires avec Annès de mode, parce que c'est une très très belle édition, celle de l'édition du Regard de José Alvarez. C'est un très 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 beau travail parce qu'il y a les textes très complets et en même temps les photos. Les bibliothèques Médicis avec Philippe Lallemand, Anne-Marie Moreau, Françoise Malantier a démontré, il me semble, que la mode a une histoire qui ressemble aussi à notre histoire, parce qu'il y a une sorte de correspondance, et vous le montrez aussi très bien, d'échanges constants, que la mode peut naître dans la rue, dans l'imagination de créateurs jeunes. Aujourd'hui, c'est vous. On vous souhaite bonne chance. Peut-être demain, ce sera quelqu'un d'autre. C'est ça, hein. Et puis que la mode a un bel avenir devant elle, justement, parce qu'elle change de forme et de couleur, j'ai envie de dire, sans arrêt. Est-ce que Annie Mollard-Desfours, vous pouvez me donner ou imaginer la couleur de Bibliothèque Médicis? Quelle serait là ou les deux couleurs qui caractériseraient cette émission? Pas nous, hein, mais l'émission. C'est pas un piège. Le brun rouge, très précieux, cuir de Russie, je dirais. Voilà, c'est le terme que ça m'évoque. Cuir de Russie. Des couleurs, des reliures, des livres. Qui nous portent et nous emportent. Merci à vous tous. Merci. Et à bientôt. Merci. Élection américaine, demandez le programme. Les décisions du 44e président des États-Unis auront des conséquences dans le monde entier. Parole du Monde a passé au crible les programmes des 3 candidats. Là-dessus, Barack Obama, lui, il veut parler, y compris avec les ennemis des États-Unis. Ça, c'est la grosse différence entre Hillary Clinton et Barack Obama sur le plan de la politique étrangère. Au sommaire également, gros plan sur le drame humanitaire qui se joue en Somalie, dans l'indifférence internationale. Dans Témoins du Monde, rencontre avec le réalisateur israélien Amos Gitaï à l'occasion des 60 ans d'existence de l'État d'Israël. Parole du Monde, en partenariat avec France Info, c'est le rendez-vous de l'actualité internationale sur Public Sénat.